Chapitre 4. Il est de toute évidence impossible de trouver au XVIe siècle une femme partageant cet état d'esprit. Il nous suffit de penser aux pierres tombales du temps d'Élisabeth, avec tous ses enfants agenouillés, mains jointes, et à la mort prématurée de ces femmes, et de voir leurs maisons aux chambres sombres et étriquées, pour nous rendre compte qu'il était impossible alors à une femme d'écrire le moindre poème. Ce que l'on s'attendrait à trouver serait, en un temps moins éloigné du nôtre, quelque grande dame mettant à profit sa liberté et son confort relatif pour publier quelque chose sous son nom, au risque d'être considérée comme un monstre. Les hommes, bien entendu, ne sont pas vaniteux, continuai-je, évitant soigneusement le féminisme notoire de Miss Rebecca West, mais la plupart d'entre eux suivent avec sympathie les efforts d'une comtesse pour écrire des vers. On s'attendrait donc à voir une dame titrée trouver beaucoup plus d'encouragement qu'en eussent à la même époque reçu une Miss Austen ou une Miss Brontë inconnue. Mais on s'attendrait aussi à trouver l'esprit de cette noble dame troublé par des émotions étrangères, comme la peur et la haine, et ses poèmes révélaient des traces de ce trouble. Voici Lady Winchelsea, par exemple, pensai-je, en prenant ses œuvres. Elle est née en l'année 1661. Elle était noble par sa naissance et par son mariage. Elle n'eut pas d'enfant. Elle écrivit des vers, et on n'a qu'à ouvrir un recueil de ses poèmes pour voir éclater son indignation devant la condition des femmes. Comme nous sommes déchus par la faute de principes erronés. Et plus que la nature, victime de l'éducation, privée de tous les ornements de l'esprit, et vouée par système à la stupidité, et si quelqu'une d'entre nous s'élève au-dessus des autres, mue par une imagination plus vive et poussée par l'ambition, si forte la faction opposée toujours lui apparaît, que l'espoir de réussir ne peut jamais contrebalancer la peur. Certes, Lady Winchelsea n'avait point détruit tous les obstacles. Son esprit n'était pas incandescent. Bien au contraire, il était épuisé, troublé par les haines et les rancunes. L'espèce humaine, à ses yeux, se divisait en deux parties. Les hommes sont la faction opposée. Les hommes sont haïs et redoutés, car ils ont le pouvoir de lui barrer la voie qui l'amène vers tout ce qu'elle désire, écrire. Hélas, une femme qui entreprend d'écrire, comme une créature si présomptueuse est considérée, que sa faute ne peut être par aucun mérite compensée. Ils nous disent que nous nous trompons de sexe et de voix. Bonne manière, mode, danse, toilette, jeu, voilà les talents que nous devrions briguer. Écrire ou lire ou penser ou nous instruire ternirait notre beauté et épuiserait notre temps, et interromprait les conquêtes de notre printemps, alors que l'ennuyeuse besogne de gérer une maison asservie est tenue par certains pour notre art suprême et notre utilité. Certes, il faut le courage d'écrire, sûr que ce qu'elle écrit ne sera jamais publié. Il lui faut tenter de s'apaiser par ce triste chant. Chante pour quelques amis et pour tes peines. Au bosquet de laurier, tu n'as jamais été destiné. Ombres épaisses, et trouve là ton contentement. Pourtant, il est clair que si elle avait pu en chasser la haine et la peur, au lieu d'emplir d'amertume et de ressentiment son esprit, le feu qui brûlait en elle eût été d'une belle ardeur. De temps à autre, des mots jaillissent qui sont de pure poésie. Et ne veut pas en des soieries fanées, imiter, timide, l'inimitable rose. Ces vers sont à juste titre loués par M. Murray, et il semble que Pope se soit souvenu de ces autres et les ait empruntés. Maintenant, la jonquille triomphe du faible cerveau. Nous défaillons sous l'aromatique peine. Il est 1000 fois regrettable que la femme qui pouvait écrire ainsi, et dont l'esprit s'accordait à la nature et aimait la méditation, ait été contrainte à la colère et à l'amertume. Mais comment eût-il pu en être autrement, me demandai-je, imaginant les sarcasmes et les rires, la flatterie des fagorneurs et le scepticisme du poète professionnel. Sans doute s'est-elle enfermée dans une chambre à la campagne pour y écrire. Sans doute a-t-elle été déchirée par la rancœur et les scrupules, malgré le meilleur des maris et une vie conjugale parfaite, du moins je le suppose, car lorsqu'on en vient à rechercher les faits concernant Lady Winchelsea, on découvre, comme d'habitude, qu'on ignore presque tout. Elle souffrait terriblement de mélancolie,
ce que, jusqu'à un certain point, nous nous expliquons facilement quand nous l'écoutons nous raconter comment, sous l'emprise de cette humeur mélancolique, elle voyait mes vers décriés et mon occupation considérée comme une folie sans utilité ou une présomptueuse erreur. L'occupation, qui était ainsi critiquée, était, autant qu'on en peut juger, cette chose innocente qui consiste à flâner à travers les champs et à rêvasser. Ma main se complaît à copier les choses inhabituelles, à s'écarter des voix connues et coutumières, et ne veut en des soieries fanées imiter, timide, l'inimitable rose. Si c'était là son habitude, et si c'était là ses délices, il lui fallait s'attendre qu'on se moquât d'elle. Et c'est pourquoi l'on dit que Pope ou Gay la qualifiait de « bas bleu piqué par le besoin d'écrire ». On pense aussi qu'elle offensa Gay en se moquant de lui. Elle déclara que son livre Trivia révélait qu'il était plus fait pour marcher devant une chaise à porteur que pour se trouver à l'intérieur de ladite chaise. Mais ce sont là commérages de caractère douteux et, dit M. Murray, dépourvus d'intérêt. Mais ici, je ne suis pas d'accord avec lui, car j'aurais aimé avoir davantage de ces commérages, fussent-ils douteux, de sorte qu'il m'eût été possible de retrouver ou de reconstituer une image de cette dame mélancolique qui aimait à errer dans les champs, à penser aux choses inhabituelles et dédaignait avec tant d'étourderie et d'imprudence l'ennuyeuse besogne de gérer une maison asservie. Mais elle devint prolixe, déclare M. Murray. Son don fut envahi d'herbes sauvages, entouré de broussailles. Il ne put servir à révéler ses richesses, ni ses beautés et sa distinction. Replaçant son livre sur le rayon, je me tournai vers une autre grande dame, la duchesse que Lamb aima, Margaret de Newcastle, l'écervelée, la fantasque, contemporaine, bien qu'un peu plus âgée, de Lady Winchelsea. Elles furent très différentes l'une de l'autre, mais se ressemblèrent en ceci que toutes deux furent nobles, toutes deux sans enfants, et toutes deux unies au meilleur des époux. En leur cœur brûla la même passion pour la poésie, passion enlaidie et déformée par les mêmes causes. Ouvrez un livre de la duchesse et vous y trouverez les mêmes éclats de colère que chez sa cadette. Les femmes vivent comme des chauves-souris ou des hiboux, travaillent comme des bêtes et meurent comme des vers. Margaret, elle aussi, aurait pu être une poétesse. De nos jours, son activité aurait fait tourner quelques roues. Telles qu'étaient les choses, qu'est-ce donc qui aurait pu maîtriser, apprivoiser ou civiliser pour l'usage humain cette intelligence sauvage, généreuse, inculte ? Elle se déversa pêle-mêle en des torrents de vers et de prose, de poésie et de philosophie qui sont là, figés dans des incartaux et des in-folios que jamais personne ne lit. On aurait dû placer entre ses mains un microscope. On aurait dû lui apprendre à regarder les étoiles et à raisonner scientifiquement. Son esprit était aigri par la solitude et la liberté. Nul ne la contrôlait, nul ne l'instruisait. Les professeurs la flattaient. À la cour, on se gaussait d'elle. Sir Egerton Brydges se plaignait de sa grossièreté puisqu'elle venait d'une femme de haut rang élevée dans les cours. Elle s'enferma seule à Welbeck. Quelle image de solitude et de tumulte la pensée de Margaret Cavendish éveille-t-elle dans l'esprit. On pense à un concombre géant s'étalant dans un jardin et y étouffant les roses et les œillets. Quel malheur pour cette femme qui disait « Les femmes les mieux élevées sont celles dont l'esprit est le plus civil », d'avoir été contrainte à gaspiller son temps en gribouillages absurdes, à s'enfoncer dans les ténèbres et la folie au point que les gens fissent cercle autour de son carrosse quand elle en sortait. Évidemment, la folle duchesse devint le croque-mitaine dont on se servit pour faire peur aux filles intelligentes. Replaçant la duchesse dans les rayons et ouvrant les lettres de Dorothy Osborne, je me souvins de ce que Dorothy écrivit à Temple à propos du nouveau livre de la duchesse. La pauvre femme est sûrement un peu folle, sinon elle ne pourrait être assez ridicule pour s'aventurer à écrire, et qui plus est en vers. Même si je devais ne pas dormir de cette quinzaine, je n'en viendrais pas là. Et puisqu'une femme sensée et modeste ne pouvait écrire de livres, Dorothy, qui était délicate et mélancolique, et d'une nature totalement opposée à celle de la duchesse, n'écrivit rien. Les lettres ne comptaient pas. Une femme pouvait écrire des lettres assise au chevet de son père malade. Elle pouvait les écrire au coin du feu, sans déranger les hommes dans leur conversation. L'étrange de la chose, pensais-je,
tournant les pages du recueil des lettres de Dorothy, est le don de cette fille solitaire et sans instruction, pour construire une phrase ou construire une scène. Écoutons ce récit. Après dîner, nous nous asseyons et nous causons jusqu'à ce qu'il soit question de Monsieur B. Et alors je m'en vais. Pendant les grandes chaleurs, je lis ou je travaille, et vers 6 ou 7 heures, je sors et me rends sur un terrain communal qui s'étend près de la maison. Là, un grand nombre de jeunes filles gardent les moutons et les vaches et s'asseyent à l'ombre et chantent des ballades. Je vais vers elles et compare leur voix et leur beauté à celles de quelques bergères de l'Antiquité dont les livres me parlent, et je trouve qu'elles leur ressemblent peu. Mais croyez-moi, je pense qu'elles sont aussi innocentes que les autres. Je leur parle et trouve qu'il ne leur manque, pour être les plus heureuses du monde, que la conscience de l'être. Le plus souvent, quand nous sommes au beau milieu de notre discours, l'une ou l'autre regarde autour d'elle et s'aperçoit que ses vaches entrent dans les blés, et alors toutes de courir comme si elles avaient des ailes à leurs talons. Moi qui ne suis pas si alerte, je reste en arrière, et quand je les vois rentrer leur troupeau, je pense qu'il est temps pour moi aussi de me retirer. Quand j'ai soupé, je vais au jardin, ou bien au bord d'une petite rivière qui coule près de là. Je m'y assois et souhaite que vous soyez à mes côtés. On pourrait jurer qu'elle avait l'étoffe d'un écrivain. Mais même si je devais ne pas dormir de cette quinzaine, je n'en viendrais pas là. On peut juger de l'opposition qui existait alors contre les femmes écrivains en voyant une femme aussi bien douée pour les lettres se persuader qu'il est ridicule d'écrire un livre, que c'est se conduire en folle. Et nous voici parvenus à Mrs. Benn, pensai-je, replaçant l'unique petit volume du recueil des lettres de Dorothy Osborne sur le rayon. Et avec Mrs. Benn, nous prenons un des plus importants tournants de notre route. Nous laissons derrière nous, enfermés dans leur parc, parmi leurs in-folios, ces grandes dames solitaires qui écrivaient sans public et sans critique, pour leur seul plaisir. Nous arrivons à la ville et coudoyons dans les rues des gens du commun. Mrs. Benn appartenait à la bourgeoisie et avait toutes les qualités plébéiennes d'humour, de vitalité et de courage de sa classe. C'était une femme que la mort de son mari et quelques tristes aventures personnelles avaient contrainte de gagner sa vie en mettant à contribution ses qualités intellectuelles. Elle dut travailler comme un homme, avec les hommes. En travaillant dur, elle parvint à gagner sa vie. L'importance de ce fait a plus de poids que tout ce qu'elle a écrit, fût-ce même le magnifique « J'ai fait 1 millier de martyrs » ou « L'amour en fantastique triomphatie ». Car c'est ici que commence la liberté de l'esprit, ou du moins la possibilité que, le temps aidant, l'esprit parvienne à être assez libre pour écrire ce qui lui plaît. Car à présent qu'Aphra Behn avait fait ce geste, des filles pouvaient aller trouver leurs parents et dire « Vous n'avez pas besoin de me faire une pension, je veux gagner ma vie avec ma plume. » Certes, pendant de longues années, la réponse fut « Oui, en vivant comme Aphra Behn, plutôt la mort !» Et la porte était refermée avec plus d'autorité que jamais. Et voici que se présente, prêt pour la discussion et pouvant donner lieu à un livre intéressant si quelque étudiant de Girton ou de Newnham trouvait plaisir à approfondir la question, ce thème passionnant, l'importance qu'attachent les hommes à la chasteté féminine et son influence sur l'éducation des femmes. Lady Dudley, assise couverte de diamants au milieu des moustiques d'une lande écossaise, pourrait servir de frontispice à cette œuvre. Quand Lord Dudley mourut l'autre jour, le Times écrivit qu'il avait été un homme au goût cultivé et au talent varié, bienveillant et généreux, mais bizarrement despotique. Il exigeait que sa femme fût en grande toilette, même dans le pavillon de chasse le plus lointain des hautes terres écossaises. Il la comblait de tout, mais lui refusa la plus minime responsabilité. Puis Lord Dudley eut une attaque, et à dater de ce jour, elle le soigna et dirigea ses domaines avec la plus grande compétence. Des cas de despotisme aussi bizarres existèrent aussi au XIXe siècle. Mais revenons à nos propos. Aphra Behn prouva qu'on pouvait gagner de l'argent en sacrifiant peut-être quelques qualités agréables, et c'est ainsi que peu à peu, le fait d'écrire a cessé d'être simplement un signe de folie ou de dérangement mental et a fini par acquérir une importance pratique. Un mari pouvait mourir, ou quelques désastres s'abattre sur la famille. Des centaines de femmes se sont mises, à mesure que se déroulait le XVIIIe siècle, à augmenter leur argent de poche ou à aider leur famille en faisant des traductions ou en écrivant ces innombrables mauvais romans dont on a cessé de faire mention même dans les manuels, mais que l'on peut encore trouver dans les boîtes à 4 sous de Charing Cross Road. La très grande activité intellectuelle que manifestèrent les femmes dans la dernière partie du XVIIIe siècle,
causeries, réunions, essais sur Shakespeare, traduction des classiques, étaient justifiées par le fait indiscutable qu'elle pouvait gagner de l'argent en écrivant. L'argent confère la dignité à ce qui serait frivole si on ne le payait pas. Il pouvait encore être de bon ton de se moquer des bas bleus que piquait le besoin d'écrire, mais on ne pouvait nier qu'elles étaient capables de remplir leur bourse. C'est ainsi que, vers la fin du XVIIIe siècle, un changement survint. Changement auquel, si je réécrivais l'histoire, j'accorderais une plus large place et une plus grande importance qu'aux croisades et à la guerre des 2 Roses. La femme de la bourgeoisie se mit à écrire. Car si Orgueil et Préjugés a quelque importance, et si Middlemarch et Villette, et les Hauts de Hurlevent ont quelque importance, alors le fait que les femmes en général, et non plus seulement les aristocrates solitaires, enfermés dans leur maison de campagne avec leurs in-folio et leurs flatteurs, se misent à écrire est d'une plus grande importance que je ne peux le démontrer en 1 heure de conférence. Sans ces précurseurs, Jane Austen, les sœurs Brontë et George Eliot n'eussent pas écrit, de même que Shakespeare n'eusse pu écrire sans Marlowe, ou Marlowe sans Chaucer, ou Chaucer sans ces poètes oubliés qui préparèrent la voix et assouplirent la rudesse naturelle de la langue. Car les chefs-d'œuvre ne sont pas nés seuls et dans la solitude. Ils sont le résultat de nombreuses années de pensées en commun, de pensées élaborées par l'esprit d'un peuple entier, de sorte que l'expérience de la masse se trouve derrière la voix d'un seul. Jane Austen aurait dû déposer une couronne sur la tombe de Fanny Burney, et George Eliot rendre hommage à l'ombre d'Eliza Carter, la vaillante vieille femme qui attacha une sonnette au montant de son lit afin de pouvoir se réveiller tôt et apprendre le grec. Et toutes les femmes en chœur devraient déposer des fleurs sur la tombe d'Aphra Behn, qui se trouve, ce qui est scandaleux, mais en somme assez justifié, à l'abbaye de Westminster. Car c'est elle qui obtint, pour elles toutes, le droit d'exprimer leurs idées. C'est grâce à elle, toute brumeuse et amoureuse qu'elle fut, que je peux vous dire ce soir, sans être prise pour une folle, gagnez 500 livres par an avec votre cerveau. Nous voici donc arrivés au début du XIXe siècle. Et voici le moment où, pour la première fois, je me trouve devant plusieurs rayons entièrement consacrés aux œuvres féminines. Mais pourquoi, ne pouvais-je m'empêcher de me demander en promenant mon regard sur les livres, ces œuvres sont-elles, à très peu d'exceptions près, des romans? Le premier mouvement se porta vers la poésie. Le chef suprême du chœur fut une poétesse. En France comme en Angleterre, les femmes poètes précèdent les femmes romancières. De plus, pensais-je, regardant les 4 noms fameux, qu'avaient donc en commun George Eliot et Emily Brontë? Charlotte Brontë ne comprit rien à Jane Austen. Hormis le fait, peut-être est-il à propos de le mentionner, qu'aucune d'entre elles n'eut d'enfant. Il est difficile d'imaginer 4 personnes se rencontrant dans une chambre et ayant moins de rapports entre elles, à tel point qu'il est tentant d'imaginer leurs rencontres et leurs conversations. Et cependant, une force étrange les poussait les unes et les autres, quand elles écrivaient, à écrire des romans. Était-ce parce qu'elles étaient toutes d'origine bourgeoise, me demandai-je, et lié au fait que Miss Emily Davis devait un peu plus tard démontrer de façon saisissante que la famille bourgeoise du début du XIXe siècle ne possédait qu'un seul salon pour toute une famille? Si une femme écrivait, elle devait le faire dans le salon commun. Et sans cesse, on interrompait son travail. Chose dont Miss Nightingale devait se plaindre avec tant de véhémence. Les femmes n'ont jamais une demi-heure dont elles puissent dire qu'elles leur appartiennent. Encore était-il plus facile d'écrire ainsi en prose et une œuvre de fiction que de composer un poème ou une pièce de théâtre. Le roman demande moins de concentration. Jane Austen écrivit dans ces conditions jusqu'à la fin de ses jours. Qu'elle ait été capable d'accomplir tout cela, écrit son neveu dans ses souvenirs, reste surprenant, car elle n'avait pas de bureau personnel où se retirer, et la plus grande partie de son travail dut être faite dans le salon commun, où elle était exposée à toutes sortes d'interruptions. Elle prenait grand soin que les domestiques, les visiteurs ou qui que ce fût hors de sa propre famille ne pût soupçonner son travail. Jane Austen cachait ses manuscrits ou les recouvrait d'une feuille de papier buvard. Ajoutons que la seule formation littéraire que put avoir une femme au début du XIXe siècle était celle de l'observation des caractères, de l'analyse des émotions. La sensibilité féminine avait été, depuis des siècles, affinée par l'influence du salon commun. Les sentiments des autres êtres marquaient les femmes. Le jeu des relations personnelles se déroulait sans cesse devant elles. C'est pourquoi, quand la femme de la bourgeoisie se mit à écrire, elle écrivit des romans.
bien que de toute évidence, 2 des femmes célèbres citées ici ne fussent pas, de nature, des romancières. Émilie Brontë aurait dû écrire des pièces de théâtre poétiques. La surabondance du vaste esprit de George Eliot aurait dû se répandre, une fois l'inspiration créatrice épuisée, sur l'histoire et la biographie. Cependant, elles écrivaient des romans. On pourrait même aller plus loin, dis-je, tirant orgueil et préjugés de son rayon, et dire qu'elles écrivaient de bons romans. Et sans vanterie ou désir de peiner l'autre sexe, on peut dire qu'Orgueil et Préjugés est un bon roman. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas lieu de rougir parce que l'on était prise en flagrant délit d'écrire Orgueil et Préjugés. Jane Austen, cependant, était contente d'entendre grincer les gonds, ce qui lui permettait de cacher son manuscrit avant que quelqu'un entrât. Pour Jane Austen, il y avait quelque chose de peu honorable dans le fait d'écrire Orgueil et Préjugés. Et me demandais-je, Orgueil et Préjugés aurait-il été un meilleur roman si Jane Austen n'avait pas pensé qu'il était nécessaire de cacher son manuscrit aux visiteurs? Pour mieux me rendre compte, je lus 1 ou 2 pages du livre. Mais je n'y pus trouver aucune preuve du tort que lui auraient causé les conditions dans lesquelles se trouvait Jane Austen. Voilà peut-être qui était le plus miraculeux de toute l'affaire. Nous sommes là devant une femme qui, aux environs de 1800, écrivit sans haine, sans amertume, sans crainte, sans récrimination, sans verser dans le sermon. C'est ainsi qu'écrivit Shakespeare, pensai-je, regardant Antoine et Cléopâtre. Et quand on compare Shakespeare à Jane Austen, sans doute est-ce parce que l'on pense que l'esprit de l'un et celui de l'autre ont surmonté tous les obstacles. Et c'est pourquoi nous ne connaissons pas Jane Austen et ne connaissons pas Shakespeare. Et c'est pourquoi Jane Austen et Shakespeare sont présents dans chacun des mots qu'ils écrivirent. Si quelque chose de sa condition fit souffrir Jane Austen, ce fut l'étroitesse de la vie qui lui fut imposée. Si quelque chose de sa condition fit souffrir Jane Austen, ce fut l'étroitesse de la vie qui lui fut imposée. Il était alors impossible pour une femme de circuler seule. Elle ne voyagea jamais, elle ne traversa jamais Londres dans un omnibus, ne déjeuna jamais seule dans un restaurant. Mais peut-être était-il dans sa nature de ne pas avoir besoin de ce qu'elle n'avait pas. Son don et sa condition se complétaient heureusement. Mais en fut-il de même pour Charlotte Brontë, pensai-je, ouvrant Jane Eyre et le posant auprès d'Orgueil et Préjugés. J'ouvris Jane Eyre au chapitre 12 et mon attention fut attirée par cette phrase. « Me blâme qui voudra. » De quoi pouvait-on blâmer Charlotte Brontë, me demandai-je. Et je lus le récit qui montrait Jane Eyre grimpant sur le toit pendant que Mrs. Fairfax faisait des confitures et regardant le paysage qui s'étendait au-delà des champs. Puis je brûlais du désir, et c'est ce désir qui est blâmable, puis je brûlais du désir, et c'est ce désir qui est blâmable, de posséder une puissance de vision qui pût dépasser cette limite, qui pût atteindre le monde affairé, les villes et les régions pleines de vie dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais vues. Je désirais ainsi posséder plus d'expérience pratique que je n'en avais, avoir plus de commerce avec mes semblables, plus de connaissance de la variété des caractères que je n'en pouvais atteindre là où je me trouvais. J'appréciais ce qu'il y avait de bon chez Mrs. Fairfax et ce qu'il y avait de bon chez Adèle. Mais je croyais à l'existence d'une bonté d'un autre ordre et plus éclatante, et ce que je croyais, je souhaitais le voir. Qui donc me blâme? Bien des gens sans doute, et l'on dira de moi que j'étais une révoltée. Je n'y pouvais rien changer. L'agitation était dans ma nature. Elle me secouait jusqu'à me faire souffrir parfois. Il est vain de dire que les êtres humains devraient se contenter de tranquillité. Ils ont besoin d'action, et ils la créeront s'ils ne peuvent la trouver. Des millions d'êtres se révoltent en silence contre leur sort. Nul ne sait combien de rébellions fermentent dans la masse de vie que les gens enterrent. On suppose que les femmes en général sont très calmes, mais les femmes sentent de la même façon que les hommes. Elles ont autant que leurs frères besoin d'exercice pour leurs facultés et d'un terrain pour leurs efforts. Elles souffrent d'une contrainte par trop inflexible, d'une inactivité par trop absolue, comme en souffriraient les hommes. Et cette étroitesse d'esprit chez leurs semblables plus privilégiés, de dire qu'elles devraient se borner à faire des puddings et à tricoter des chaussettes, à jouer du piano et à broder des sacs. Cette étourderie de les condamner ou de se moquer d'elles si elles cherchent à faire davantage ou à apprendre plus que ce que la coutume a décrété nécessaire à leur sexe. Quand j'étais seule ainsi, il n'était pas rare que j'entendisse le rire de Grace Poole. Que voici une fâcheuse interruption, pensai-je. Cela bouleverse tout que de tomber ainsi sur Grace Poole. Toute continuité se trouve ainsi détruite.
On pourrait aller jusqu'à dire, poursuivis-je, posant le livre à côté d'Orgueil et Préjugés, que la femme qui écrivit ces pages avait plus de génie en elle que Jane Austen. Mais si on relit ces pages en prêtant attention à la brusquerie et à l'indignation qui s'y trouvent, on voit qu'elle n'arrivera jamais à manifester entièrement et complètement son génie. Elle écrira dans la rage quand elle devrait écrire dans le calme. Elle écrira sottement quand elle devrait écrire sagement. Elle parlera d'elle-même quand elle devrait parler de ses personnages. Elle est en guerre avec son sort. Que pouvait-elle faire d'autre que mourir jeune, déformée et contrariée? Comment ne pas jouer un instant avec la pensée de ce qui aurait pu être si Charlotte Brontë avait possédé, mettons, 300 livres de rente par an? Mais la sotte vendit les droits d'auteur de ses romans d'un seul coup pour 1500 livres. Si elle avait eu une plus grande connaissance du monde actif, des villes et des contrées pleines de vie, si elle avait eu plus d'expérience pratique et plus de commerce avec ses semblables, et connu une plus grande variété d'êtres humains. Dans la citation que nous venons de faire, elle met le doigt avec précision non seulement sur ses propres lacunes en tant que romancière, mais sur celles de tout son sexe en ce temps-là. Elle savait mieux que tout autre combien son génie eût trouvé profit à ne pas s'épuiser dans la contemplation d'étendues lointaines. Elle savait mieux que tout autre quel profit elle eût tiré, solitaire, de l'expérience, du commerce avec les humains et des voyages. Mais toutes ces choses ne lui furent pas accordées, lui furent refusées. Et nous devons accepter le fait que Villette, Emma, Les Hauts de Hurlevent, Middlemarch, ces bons romans, furent écrits par des femmes qui n'avaient de la vie que l'expérience qui pouvait entrer dans la maison d'un respectable pasteur. Mieux encore, écrits dans le salon commun de cette maison respectable et par des femmes si pauvres qu'elles ne purent se permettre d'acheter plus de quelques rames de papier à la fois pour écrire Les Hauts de Hurlevent ou Jane Eyre. L'une d'entre elles, il est vrai, George Eliot, s'en tira après maintes tribulations, mais seulement pour aller s'enfermer dans une maison de campagne retirée de St. John's Wood. Et là, elle s'installa à l'ombre de la désapprobation du monde. « Je voudrais qu'il fût bien entendu, écrit-elle, que je n'inviterai jamais personne à venir me voir qui n'ait demandé à être invité. Car ne vivait-elle pas dans le péché avec un homme marié, et sa vue n'aurait-elle pas mis à mal la chasteté de Mrs. Smith ou de qui que ce fût qui serait venu lui rendre visite? Il faut se soumettre aux conventions sociales et se tenir à l'écart de ce qui s'appelle le monde. » Au même moment, de l'autre côté de l'Europe, il y avait un jeune homme qui vivait librement avec telle grande dame, allait à la guerre, ramassant sans qu'intervienne ni obstacle, ni censure toute cette riche expérience de la vie humaine qui plus tard lui rendra de si magnifiques services quand il écrira ses livres. S'il avait mené au prieuré une vie retirée avec une femme mariée, à l'écart de ce qui s'appelle le monde, quelque édifiant qu'eût pu être ce spectacle, Tolstoï n'aurait certainement pas écrit Guerre et paix. Mais on pourrait peut-être approfondir davantage la question du roman et se demander comment se traduit dans l'œuvre la différence des sexes. Si l'on ferme les yeux et se met à penser au roman dans son ensemble, il apparaît comme une création qui comporte une certaine ressemblance, du genre miroir avec la vie. Ressemblance qui implique cependant de multiples simplifications et déformations. Quoi qu'il en soit, le roman est un édifice qui laisse une forme dans les yeux de l'esprit, édifice bâti tantôt en carré, tantôt en forme de pagode, parfois solidement compact et surmonté d'une coupole, comme la basilique Sainte-Sophie à Constantinople. Cette forme, pensais-je, évoquant certains romans célèbres, fait naître en nous la sorte d'émotion qui lui est propre. Mais cette émotion se mélange immédiatement à d'autres émotions, car la forme n'est pas constituée par la relation d'une pierre à une autre pierre, mais par le rapport d'un être humain à un autre être humain. C'est pourquoi le roman fait naître en nous nombre d'émotions antagonistes et contradictoires. La vie entre en conflit avec quelque chose qui n'est pas la vie. D'où la difficulté d'arriver à un accord concernant les romans et l'immense empire qu'exercent sur nous en ce domaine nos préjugés personnels. D'une part, nous sentons que vous, John le héros, devez vivre. Sinon, moi, je sombrerais dans l'abîme du désespoir. D'autre part, nous sentons, hélas, que vous, John, devez mourir, que la structure du livre l'exige. La vie entre en conflit avec quelque chose qui n'est pas la vie. Mais comme il s'agit là tout de même de quelque chose qui est partiellement de la vie, nous en jugeons comme nous jugeons de la vie. James est de l'espèce des hommes que je déteste le plus, dit-on. Ou voici qui est un mélange d'absurdités. Je ne pourrais jamais, quant à moi, sentir quelque chose de ce genre.
La structure tout entière du roman, cela apparaît avec évidence dès que l'on pense à n'importe quel roman célèbre, est d'une complexité infinie parce que précisément elle est faite de multiples jugements, d'émotions multiples et diverses. Ce qui surprend, c'est qu'un livre ainsi composé dure plus d'1 ou 2 années et puisse vraisemblablement signifier la même chose pour le lecteur anglais, pour le lecteur russe ou le lecteur chinois. Et cependant, de temps à autre, certains livres se maintiennent remarquablement bien. Et ce qui les maintient, dans les rares cas de survivance, je pensais à Guerre et Paix, c'est quelque chose qu'on appelle probité. Bien que cela n'ait aucun rapport avec le fait de payer ses notes ou de se conduire honorablement dans une situation critique. Ce que l'on entend par probité dans le cas du romancier, c'est la conviction qu'il vous inspire que sa fiction est la vérité. Et oui, pense-t-on, je n'aurais jamais cru qu'il pût en être ainsi. Je n'ai jamais connu de gens se conduisant de cette façon. Mais vous m'avez convaincu qu'il en est ainsi, que c'est ainsi que vont les choses. Chaque phrase, chaque scène que l'on lit est maintenue, tandis qu'on lit, sous un faisceau lumineux, car la nature semble fort bizarrement nous avoir pourvu d'une lumière intérieure qui nous permet de juger si le romancier est, ou non, honnête. Ou n'est-ce pas plutôt que la nature, selon son mode rationnel, a tracé d'une encre invisible sur les parois de notre esprit un pressentiment confirmé par les grands artistes. Un croquis dont il suffit de l'exposer au feu du génie pour qu'il devienne visible. Quand on l'expose ainsi et qu'on le voit s'animer, on s'exclame ravi. Voilà ce que j'ai toujours senti et su et désiré. Et l'on déborde de joie, puis, fermant le livre avec une sorte de respect, comme s'il était quelque chose de très précieux, un appui qui nous servira notre vie durant, on le remet sur son rayon, dis-je, prenant Guerre et Paix et le posant à sa place. Mais d'autre part, si ces pauvres phrases lues et senties suscitent d'abord, grâce à leur coloris brillant et à leurs gestes pleins de fougue, une réponse rapide, puis s'en tiennent là, s'il semble que quelque chose les freine dans leur développement, ou, quand elles ne révèlent qu'un vague gribouillage dans cet angle, une tache d'encre dans ce coin, et que rien ne semble complet et achevé, nous poussons un soupir de déception et disons « Encore un échec, ce roman ». Et la plupart des romans, bien entendu, c'est un échec. L'imagination chancelle sous l'énormité de l'effort. Le discernement s'émousse. Il ne peut plus faire la distinction entre le vrai et le faux. Il n'a plus la force de poursuivre cette immense tâche qui, à chaque instant, réclame l'intervention de tant de facultés diverses. Mais comment cet ensemble serait-il affecté par le sexe de l'auteur ? Me demandai-je, regardant Jane Eyre et quelques autres romans. Le sexe d'un romancier mettrait-il obstacle à l'intégrité que je considère comme l'épine dorsale d'un écrivain ? Eh bien, dans les passages que j'ai cités de Jane Eyre, il est clair que la colère a porté atteinte à la probité de Charlotte Brontë, romancière. Elle abandonna son histoire à laquelle elle devait se consacrer entièrement pour prêter attention à quelques griefs personnels. Elle se souvint d'avoir été privée de son propre droit à l'existant. Elle se souvint d'avoir été privée de son propre droit à l'expérience. Elle avait été contrainte de croupir dans un presbytère et de raccommoder des chaussettes quand elle désirait vagabonder librement à travers le monde. Son imagination dévie sous l'effet de l'indignation, et nous la sentons dévier. Mais il y avait d'autres influences encore que celles de la colère qui tiraillèrent son imagination et la détournèrent de son chemin. L'ignorance, par exemple. Le portrait de Rochester est fait dans l'obscurité. Nous y sentons l'influence de la peur, tout comme nous sentons constamment une aigreur qui est la conséquence de l'oppression, une souffrance refoulée couvant sous la colère, une rancœur qui, comme un spasme de douleur, contracte ces admirables livres. Et puisqu'un roman est à ce point en liaison avec la vie réelle, ses mérites sont dans une certaine mesure ceux de la vie réelle. Or, il est évident que l'échelle de valeur des femmes est souvent différente de celle établie par l'autre sexe, et c'est bien naturel. Cependant, ce sont les valeurs masculines qui prédominent. Parlons franc. Le football et le sport sont choses importantes. Le culte de la mode, l'achat des vêtements sont choses futiles. Et il est inévitable que ces valeurs soient transportées de la vie dans la fiction. Ce livre est important, déclare la critique, parce qu'il traite de la guerre. Ce livre est insignifiant parce qu'il traite des sentiments des femmes dans un salon. Une scène sur un champ de bataille est plus importante qu'une scène dans une boutique. Partout, et d'une façon infiniment plus subtile, la différence des valeurs existe. C'est pourquoi, au début du XIXe siècle, la structure entière d'un roman était édifiée, lorsqu'il était l'œuvre d'une femme,
par un esprit légèrement dévié de la ligne droite et contraint de modifier sa vision propre par déférence envers une autorité extérieure. Il suffit d'écumer les vieux romans oubliés et de prêter l'oreille à leur ton de voix pour deviner que leurs auteurs se heurtaient à des critiques. Telle phrase de la romancière avait la valeur d'une attaque, telle autre d'une conciliation. L'auteur admettait qu'elle n'était qu'une femme ou protestait qu'elle valait autant qu'un homme. Suivant l'impulsion de son tempérament, elle affrontait les critiques avec docilité et modestie, ou avec colère et énergie. Peu importe que ce fût d'une façon ou d'une autre, elle pensait à autre chose qu'à la chose en elle-même. Mettons que son livre parvienne jusqu'à nous. Il a une faille au beau milieu. Et je pensais à tous les romans écrits par des femmes et qui se trouvent éparpillés chez les bouquinistes de Londres comme de petites pommes grêlées dans un jardin. C'est cette fissure en plein cœur qui les a gâtés. Leur auteur femme avait modifié ses valeurs par déférence pour l'opinion des autres. Mais il lui était impossible à ces femmes de ne pas faire le moindre mouvement vers la droite ou vers la gauche. Quel génie, quelle probité il leur aurait fallu, en présence de toutes les critiques, au milieu de cette société purement patriarcale, pour s'en tenir fortement à leur propre point de vue, à la chose telle qu'elle la voyait, sans battre en retraite. Seule Jane Austen eut ce génie et cette probité, et aussi Émilie Brontë. C'est là une nouvelle plume, peut-être la plus belle de leur chapeau. Elles écrivaient comme écrivent les femmes et non comme écrivent les hommes. Parmi les 1000 femmes qui alors écrivaient des romans, elles furent les seules à ignorer complètement les perpétuels conseils de l'éternel pédagogue. Écrivez ceci, pensez cela. Elles seules furent sourdes à l'éternelle voix, tantôt grommelante, tantôt protectrice, tantôt autoritaire, tantôt chagrine, tantôt scandalisée, tantôt irritée, tantôt paternelle, à cette voix qui ne peut laisser les femmes en paix, mais s'accroche à elles comme quelque gouvernante trop consciencieuse, les conjurant, comme Sir Egerton Brydges, d'être distinguées, à cette voix qui introduit de force la critique du sexe jusque dans la critique de la poésie, à cette voix qui les engage, si elles veulent être sages et, comme je le suppose, remporter quelque brillant prix, à se tenir dans les limites que le monsieur en question juge convenables. Les romancières devraient se contenter d'aspirer à la perfection en reconnaissant courageusement les limites de leur sexe. Voici donc l'affaire résumée en 2 mots, et quand je vous aurai dit, à votre étonnement, que cette phrase a été écrite non en août 1828, mais en août 1928, vous conviendrez, je pense, que bien qu'elle puisse vous sembler réjouissante aujourd'hui, cette phrase représente l'opinion d'un grand nombre de gens. Je ne vais pas me mettre à agiter l'eau de cette vieille mare, je me contente de prendre ce que le hasard a fait flotter jusqu'à mes pieds, qui étaient plus nombreux encore il y a un siècle et partant plus bruyants. Il eût fallu être une jeune femme très vaillante pour, en 1828, dédaigner tous ces affronts, toutes ces réprimandes, toutes ces promesses de récompense. Il eût fallu être quelque peu incendiaire pour se dire « Oh, mais ils ne peuvent pas acheter la littérature par-dessus le marché. La littérature est ouverte à un chacun. Je refuse de vous permettre, à vous, tout appariteur que vous êtes, de me chasser de la pelouse. Fermez vos bibliothèques, si cela vous plaît, mais il n'est ni porte, ni serrure, ni verrou que vous puissiez dresser contre la liberté de mon esprit. » Mais quel que fût l'effet que le découragement et les critiques eurent sur leurs écrits, et je crois que cet effet était grand, critiques et découragement étaient négligeables, comparés aux difficultés auxquelles les femmes devaient faire face. C'est toujours des romancières du début du XIXe siècle qu'il s'agit. Quand elles en venaient à fixer leurs pensées sur le papier. Je veux parler de l'absence de tradition qui put les soutenir ou de l'existence d'une tradition si courte et si fragmentaire qu'elle était de peu de secours. Car nous, c'est à travers la pensée de nos mères que nous pensons, si nous sommes femmes. Il est inutile que nous nous tournions vers les grands écrivains masculins pour leur demander une aide, quel que soit le plaisir que nous puissions trouver à aller vers eux pour le seul plaisir. Lamb, Thackeray, Newman, Sterne, Dickens, Quincy, quels qu'ils soient, n'ont jamais jusqu'alors aidé une seule femme, sinon en lui apprenant quelques trucs qu'elles purent ensuite adapter à leur propre fin. Le poids, la démarche, l'allure d'un esprit masculin sont par trop différents du poids, de la démarche, de l'allure de l'esprit d'une femme pour qu'elle puisse y prendre quelque chose de substantiel. Le singe, ici, est par trop éloigné de son modèle pour persévérer dans ses efforts. La première chose peut-être qu'une femme trouvait quand elle mettait la main à la plume, c'était que n'existait aucune phrase courante dont elle pût faire usage.
Tous les grands romanciers tels que Thackeray, Dickens et Balzac ont écrit une prose naturelle, rapide sans être négligée, expressive sans être affectée, possédant une couleur personnelle sans pour cela cesser d'appartenir à la communauté. Ils se sont appuyés sur la phrase qui était courante à l'époque. La phrase qui était courante au commencement du XIXe siècle était conçue à peu près comme ceci. La grandeur de leur œuvre était pour eux une raison, non pas de s'arrêter, mais de continuer. L'exercice de leur art et la production infinie du vrai et du beau leur procuraient la plus haute exaltation, la plus grande satisfaction. Le succès mène à l'effort, et l'habitude facilite le succès. Voici une phrase masculine. Nous apercevons Johnson, Gibbon et tous les autres derrière elle. C'était une phrase qui n'était pas destinée à ce qu'une femme s'en servît. Charlotte Brontë, avec son magnifique talent de prosateur, trébucha et chuta en usant de cette arme incommode. George Eliot commit, en la maniant, des atrocités qui défient toute description. Jane Austen la regarda, en rit, et inventa une phrase parfaitement naturelle, bien tournée, propre à son usage personnel et dont elle ne s'est jamais départie. Ainsi, avec un moins grand génie d'écrivain que Charlotte Brontë, elle parvint à dire infiniment davantage. En fait, puisque la liberté et la plénitude d'expression sont l'essence même de l'art, un tel manque de tradition, une telle insuffisance d'instruments ont dû peser lourdement sur les écrits de femmes. De plus, un livre n'est pas fait de phrases bâties mises bout à bout, mais bien de phrases bâties, pour employer une image, en arcade et en dôme. Et cette forme, elle aussi, a été réalisée par des hommes d'après leurs propres besoins et pour leur propre usage. Et il n'y a aucune raison de penser que la forme de l'épopée ou du théâtre en vers convienne mieux à une femme que ne lui convient la phrase. Mais tous les anciens genres littéraires s'étaient durcis et avaient pris une forme définie avant que la femme devint écrivain. Seul le roman était assez jeune pour être malléable entre ses mains. Autre raison peut-être qui lui fit écrire des romans. Cependant, qui osera dire que même aujourd'hui, le roman, je mets le mot entre guillemets pour bien marquer qu'il ne me semble pas approprié, qui osera dire que ce genre le plus souple de tous ait été créé précisément pour que la femme puisse en faire usage? Nul doute que nous ne voyons un jour la femme changer la forme du roman pour ses fins à elle, quand elle aura la liberté de ses mouvements. Nous la verrons alors préparer quelques véhicules nouveaux, qui ne sera pas nécessairement en vers, pour la poésie qui est en elle. Car c'est à la poésie qu'on refuse encore l'issue. Et je me mis à réfléchir sur la façon dont une femme aujourd'hui écrirait une tragédie poétique en 5 actes. L'écrirait-elle en vers? Ne l'écrirait-elle pas plutôt en prose? Mais ce sont là des questions difficiles qui sont encore dans le demi-jour de l'avenir. Il me faut les abandonner, ne serait-ce que parce qu'elles me pousseraient à m'écarter de mon sujet pour m'enfoncer dans des forêts vierges où je me perdrais et serais très vraisemblablement dévorée par les bêtes sauvages. Je ne veux pas entamer, et suis sûre que vous ne voulez pas que j'entame ici, ce très sombre sujet, l'avenir de la fiction. Aussi ne vais-je m'arrêter qu'un instant pour attirer votre attention sur le grand rôle que doivent jouer dans l'avenir, en ce qui concerne les femmes, les conditions physiques. Le livre doit, en quelque sorte, être adapté au corps, et on pourrait se hasarder à dire que les livres de femmes devraient être plus courts, plus concentrés que ceux des hommes, et concis de telle sorte qu'ils ne demanderaient pas de longues heures de travail appliquées et ininterrompues, car il y aura toujours des interruptions. Puis, les nerfs qui vivifient le cerveau semblent être différents chez l'homme et la femme, et si vous voulez qu'elles travaillent pour le mieux et avec le plus d'efficacité possible, il faut que vous trouviez quel traitement leur convient. Si, par exemple, ces heures de lecture à haute voix que les moines inventèrent il y a sans doute des centaines d'années leur conviennent. Quelle est l'alternance de travail et de repos dont elles ont besoin, considérant que le repos n'est pas l'inactivité, mais le goût de se livrer à une activité différente? De quelle nature devrait être la différence entre ces activités? Il faudrait discuter de toutes ces choses, les découvrir. Elles font partie de la question des femmes et du roman. Et cependant, continuai-je, m'approchant de nouveau des casiers, où trouverais-je cette étude approfondie de la psychologie des femmes par une femme? Si leur incapacité à jouer au football allait interdire aux femmes l'exercice de la médecine? Dieu merci, mes pensées prirent un autre chemin.